Ce lac indonésien renferme un secret. À des milliers de kilomètres sous la surface de ces eaux paisibles, se trouve la cause d'une des plus grandes catastrophes naturelles qu'ait connue l'humanité. C'est l'un des phénomènes naturels les plus puissants sur Terre. Les dégâts qu'il a provoqués sont inimaginables. Il a déclenché un véritable enfer. La découverte de ce cataclysme est le fruit du hasard. Des scientifiques travaillant dans des domaines distincts à différentes époques ont repéré une onde de dévastation s'étendant de l'Arctique jusqu'à l'équateur. Cet événement aurait tué des millions d'êtres humains. Il serait même à l'origine d'une période glaciaire. C'est comme si le thermostat climatique était brutalement passé de la position chaud à la position froid. Le plus effrayant, c'est que ce phénomène pourrait se reproduire. Une éruption du même volcan provoquerait un incendie planétaire, la famine, et tuerait des centaines de millions d'êtres humains. Il y a 75 000 ans, cette éruption a bouleversé la Terre. Aujourd'hui, la science peut expliquer pourquoi. Les riverains du lac ignorent que leur région idyllique pourrait anéantir la vie sur Terre. Le lac Toba se trouve dans le nord de l'île de Sumatra, en Indonésie. C'est une des plus grandes configurations géologiques de l'hémisphère sud. Elle se distingue clairement depuis l'espace. Le lac Toba recèle toutefois un danger qui nous guette à notre insu depuis des millénaires. Il a été élucidé grâce à la conjonction fortuite de plusieurs observations scientifiques menées dans des domaines très différents. La première équipe a prospecté une région située à l'opposé de ce paradis tropical. Au début de l'été 1988, des scientifiques sillonnent les immenses étendues blanches du Groenland en quête de l'endroit idéal pour effectuer des prélèvements. Ils sont venus étudier l'atmosphère et son évolution dans le temps. Après un long trajet sur la glace, ils posent leurs outils à 1265 km du pôle Nord. À ces latitudes septentrionales, la glace est vierge. Elle archive 200 000 ans de l'histoire de l'atmosphère. Les particules chimiques contenues dans l'air sont capturées par les flocons de neige quand ils tombent. Au fil des millénaires, la neige s'est entassée pour former l'Inland Sea, une calotte de glace de plus de 2000 mètres d'épaisseur. Les chercheurs creusent d'abord la glace pour parvenir aux couches formées par la neige tombée il y a des milliers d'années. L'analyse des échantillons prélevés permet de connaître la teneur en éléments chimiques de l'atmosphère dans le passé. Plus ils s'enfoncent dans le manteau de glace, plus les scientifiques remontent dans le temps. Le climatologue Grigori Zilinski
contribuent à révéler les secrets des couches de glace. Année après année, les résultats confirment ce que l'on pensait. La teneur en éléments chimiques reste relativement stable durant de longues périodes. Un jour, Zielinski est stupéfait. Un des relevés indique une variation qui défie toute logique. En analysant des échantillons remontant à 75 000 ans, les informations recueillies laissaient présager un phénomène extraordinaire. Zielinski et ses collaborateurs recherchent des fluctuations chimiques infimes. Or, la teneur d'un des composants monte soudain en flèche, celle du sulfate. Il y a 75 000 ans, l'atmosphère devait être noyée par des quantités colossales de dioxyde de soufre. Normalement, l'atmosphère contient 50 microgrammes de dioxyde de soufre par mètre cube d'air. Le taux de sulfate contenu dans les échantillons indique qu'à l'époque, l'air contenait 1900 microgrammes de dioxyde de soufre par mètre cube, soit près de 40 fois plus. Une telle teneur en dioxyde de soufre a dû déclencher une réaction chimique qui a étouffé la vie sur Terre avec un composé chimique redoutable. Le H2SO4, mieux connu sous le nom d'acide sulfurique. L'acide sulfurique est si corrosif qu'il peut ronger le métal. Quand l'atmosphère en est saturée, toute la vie sur Terre peut être anéantie. La quantité d'acide sulfurique absorbée par l'atmosphère était de l'ordre de 2 à 4 000 mégatonnes. C'est énorme. La ligne bleue de ce graphique laisse penser qu'un événement d'une ampleur inouïe s'est produit il y a 75 000 ans. L'atmosphère était saturée de milliards de tonnes d'acide sulfurique. La Terre devait être enveloppée d'un épais voile jaune. Mais d'où venait le dioxyde de soufre qui l'avait produit? Un phénomène extraordinaire avait dû se produire. Au fur et à mesure que je découvrais les résultats, je me rendais compte qu'il devait s'agir d'un cataclysme. Zielinski et ses collègues sont certains qu'un phénomène a eu lieu sur Terre il y a 75 000 ans. Mais lequel? Les recherches effectuées par une autre équipe scientifique à des milliers de kilomètres du Groenland vont confirmer l'existence de cet événement majeur. Mike Rampino est un des plus grands géologues au monde. Il a toujours été passionné par la vie marine. Il est capable de retracer l'histoire du climat de notre planète à partir de créatures marines microscopiques appelées foraminifères. Au cours de leur vie, ces protozoaires minuscules absorbent l'oxygène contenu dans l'eau de mer. Or, la composition de leur enveloppe calcaire change quand la température de l'eau et la teneur en oxygène varient. En analysant l'oxygène contenu dans le test des foraminifères, les spécialistes peuvent retracer les modifications du climat à travers le temps. Ces animaux permettent à Mike Rampino de calculer avec une précision étonnante l'évolution de la température des océans au fil des millénaires. Mike Rampino a analysé les données récoltées dans les mers du monde entier. Le nombre d'atomes d'oxygène dans le test des protozoaires est relativement stable sur de longues périodes.
Cela signifie que les températures océaniques devaient l'être aussi. Alors qu'il étudie les foraminifères depuis quelques années, le chercheur tombe soudain sur des chiffres stupéfiants. À une époque donnée, les températures océaniques chutent de façon conséquente. Sur le coup, je me suis dit que ce n'était pas normal. En général, le climat ne change pas aussi brutalement. C'est un processus assez lent et stable dans sa progression. Les échantillons marins de Rampino révèlent une baisse de 5 degrés Celsius en quelques millénaires, ce qui équivaut à une période infime pour les températures marines. Normalement, les océans mettent des centaines de milliers d'années pour subir une chute de température aussi importante. L'étude des échantillons du fond marin a révélé une baisse de température de 5 à 6 degrés Celsius, ce qui équivaut à 10 degrés Fahrenheit. Et cette baisse ne s'est pas produite sur 100 000 ans, ni même sur 10 000, mais sur quelques milliers d'années seulement. D'un point de vue climatique, c'est stupéfiant. C'est extrêmement rapide. C'est même catastrophique. Pour Mike Rampino, un refroidissement aussi soudain a seulement pu être provoqué par une période glaciaire, un phénomène capable d'anéantir la vie sur Terre. C'est comme si le thermostat climatique était brutalement passé de la position chaud à la position froid. Mike Rampino détermine ensuite à quelle période cette chute conséquente de la température a eu lieu. Réponse, 75 000 ans, c'est-à-dire la période à laquelle l'atmosphère était saturée d'acide sulfurique. Deux scientifiques, ignorant les recherches menées par l'autre équipe à plusieurs milliers de kilomètres de distance, tombent chacun sur une anomalie différente s'étant produite à la même époque. C'est une découverte capitale. J'avais conclu à un refroidissement qui s'était passé il y a 75 000 ans. Plus tard, j'ai appris que Greg avait découvert dans les carottes de glace une augmentation d'un composé chimique datant de la même période. On était tous deux confrontés à la même énigme. Après avoir analysé un phénomène sous deux angles différents et avoir obtenu le même résultat, on savait que seul quelque chose de phénoménal, une force majeure, avait pu bouleverser le climat mondial. L'augmentation du dioxyde de soufre dans l'atmosphère et la baisse des températures sur Terre peuvent être provoquées par la chute d'une météorite. Toutefois, après avoir comparé les résultats de leurs recherches, les deux scientifiques estiment qu'il ne peut y avoir qu'un seul coupable. Les volcans. Ils sont capables d'éjecter d'immenses quantités de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Mais les scientifiques butent sur un problème. Les plus grands volcans ne peuvent produire qu'une infime fraction de la quantité de dioxyde de soufre calculée par Grigori Zielinski. Et aucune éruption connue n'a jamais fait chuter la température des eaux océaniques. Les chercheurs se mettent alors en quête d'un volcan exceptionnel, un volcan des centaines de fois plus explosif et sulfureux que les plus grands volcans connus. Cet homme ignore alors qu'il est sur le point de contribuer à identifier le coupable de cette super éruption. La particularité du lac Toba, c'est qu'il est d'une dimension hors norme. Il fait 100 km de longueur de cette rive à l'autre rive là-bas, et 30 km de largeur depuis la rive derrière nous jusqu'à l'autre côté. Autre particularité, son incroyable profondeur. Craig Chesner a passé des décennies à élucider les mystères qui se cachent dans les profondeurs et les alentours du lac. Ce que nous faisons aujourd'hui à l'aide de cet échosondeur,
c'est dresser le relief du fond du lac. La connaissance du relief permettra de mieux retracer l'histoire du lac Toba. On commence à distinguer des variations dans le relief. Ici, on voit que le fond descend brusquement de 23 mètres. Comme une falaise, la pente descend pratiquement à pic. Le fond de la plupart des lacs descend en pente douce depuis les rives. Mais le graphique montre que ce n'est pas le cas ici. Déjà 175 mètres de profondeur. C'est incroyable pour un lac. La pente s'enfonce de façon très abrupte depuis la rive. À certains endroits, les montagnes qui bordent le lac s'élèvent à plus de 1000 mètres et leur versant s'enfonce à pic dans le lac. Comme on peut le voir sur ce graphique, le versant plonge presque à la verticale dans les profondeurs de l'eau. Seul un phénomène géologique a pu forger ce relief. La ligne qui descend abruptement sur l'écran montre que le lac Toba n'est pas un lac comme les autres. L'immense cuvette qu'il forme dans la croûte terrestre suggère qu'il est le fruit d'un événement géologique hors norme. Toutefois, les dimensions du lac et le relief du fond ne sont pas les seuls indices de sa formation. Des recherches menées sur les versants environnants révèlent d'autres éléments. Waouh, ça a l'air incroyable. Je vais grimper pour voir ça de plus près. Craig Chesner est intrigué par les immenses dépôts de cendres qu'il découvre à plusieurs centaines de mètres au-dessus du lac. Dans cette paroi, il y a de gros morceaux de pierre ponce. Ce fragment contient des cristaux de quartz, de la biotite et surtout des cendres volcaniques. Ils ont la même origine. Un truc énorme a dû se produire ici. Cette paroi constituée surtout de cendres fait partie d'un tableau bien plus vaste. Les scientifiques ont découvert des échantillons du même type dans un rayon de 3000 km autour du lac Toba. Le problème pour Craig, c'est de déterminer comment une telle quantité de cendres a pu s'amasser dans la région du lac. La réponse à cette question est fournie de l'autre côté du globe. Au cours de l'été 1994, Craig Chesner décide d'envoyer des échantillons de cendres prélevés autour du lac Toba à cet homme, John Westgate. Il est l'un des rares scientifiques à même de résoudre l'énigme qui se pose à Craig Chesner. Ce chercheur est capable d'identifier l'origine des échantillons de cendres. Il est considéré comme le plus qualifié dans sa discipline. Les cendres n'ont aucun secret pour lui. Il suffit de lui confier des cendres volcaniques pour qu'il détermine le volcan qui les a émises, même si elles ont été trouvées à des milliers de kilomètres du volcan. On essaie de découvrir l'origine des cendres, le volcan géniteur. La composition des cendres correspond exactement à la signature ADN. Chaque éruption volcanique est unique. La composition chimique des cendres livre des indices sur le volcan et la date de l'éruption. Les cendres volcaniques viennent du magma qui bouillonne dans les entrailles des volcans. Lors d'une éruption, quand le magma surgit à très grande vitesse à l'air libre, il explose sous forme de minuscules particules de cendres. La mission de John Westgate consiste à établir un lien entre des échantillons de cendres et le magma craché par un volcan particulier à une époque donnée. Une fois que John Westgate a identifié un candidat possible, une équipe de spécialistes se rend sur le volcan pour prélever de nouveaux échantillons afin de confirmer la découverte.
l'échantillonnage de tous les volcans est devenu une opération essentielle de la volcanologie. À Hawaï, où les éruptions sont fréquentes, le prélèvement d'échantillons se fait régulièrement. Sur le Kilauea, le magma n'explose pas et ne produit donc pas de cendres. Il s'écoule à la surface sous forme de lave. Ces roches en fusion sont continuellement échantillonnées par quelques téméraires qui n'ont pas froid aux yeux. En cendres ou sous forme de lave, le magma renferme une multitude d'informations qui restent accessibles des milliers et même des millions d'années après une éruption. John Westgate a ainsi relié des échantillons de cendres à des volcans du monde entier durant des années. Mais en 1988, 6 ans avant d'entendre parler de Craig Chesner et du lac Toba, il se heurte à un mur. Beaucoup de chercheurs ont commencé à m'envoyer des cartons de cendres volcaniques récoltés dans des régions très éloignées les unes des autres. En analysant ces différents échantillons, je me suis rendu compte que leur composition chimique était très similaire. Pour John, c'est un véritable dilemme. Normalement, les cendres retombent à quelques centaines de kilomètres autour du volcan entré en éruption. Comment ces cendres ont-elles pu se répandre sur 6500 kilomètres, depuis l'Arabie Saoudite jusque dans la mer de Chine méridionale? Lors d'une analyse approfondie, John Westgate se rend compte que les divers échantillons ont 2 caractéristiques en commun. Ils sont très riches en silice, un minéral d'une grande dureté. Les cendres contenant un taux élevé de silice proviennent uniquement d'un type de volcan extrêmement explosif, comme le mont St. Helens aux États-Unis. L'autre point commun est déconcertant. John Westgate découvre que ces échantillons provenant d'endroits si éloignés les uns des autres ont le même âge. « 75 000 ans. Il n'y a qu'une conclusion possible. Les différents échantillons de cendres volcaniques proviennent d'une même éruption phénoménale. Une fois qu'on a su que ces cendres avaient 75 000 ans, on a pu faire le lien avec les recherches de Craig, qui avait démontré que le taux phénoménal de sulfate dans les carottes de glace du Groenland datait de la même époque. Cette date prend soudain une importance significative. Elle concerne non seulement les recherches de Gregory Zielinski au Groenland, mais aussi le refroidissement catastrophique des océans découverts par Mike Rampino. Les 3 scientifiques savent désormais qu'ils ont mis le doigt sur un cataclysme d'une rare intensité. Il reste désormais à John Westgate à trouver ce fameux volcan. On s'est mis à étudier des volcans dans d'autres régions du monde pour voir si on pouvait trouver un candidat idéal. John lance un appel à tous les volcanologues du monde pour qu'ils lui envoient des échantillons des volcans sur lesquels il travaille. C'est le début de la plus grande traque dans l'histoire de la volcanologie. Le Laki est un des premiers volcans à être passé au peigne fin. Il se trouve en Islande, non loin de l'endroit où Gregory Zielinski a prélevé ses carottes de glace. Gregory ayant trouvé des taux élevés de dioxyde de soufre dans les carottes de glace du Groenland, le Laki était un candidat plausible, vu la proximité de l'Islande et du Groenland. Le Laki est entré en éruption en 1783 et a rejeté d'immenses quantités de dioxyde de soufre dans l'atmosphère.
Le dioxyde de soufre trouvé par Zielinski au Groenland provient-il du Laki? Mary Edmonds a consacré sa carrière à étudier les gaz qui rendent le Laki si destructeur. L'éruption du Laki a été dévastatrice. Elle a provoqué la mort de milliers d'êtres humains. La plupart a succombé à la famine parce que les récoltes ont été anéanties par les immenses quantités de dioxyde de soufre contenues dans l'atmosphère. Toutefois, lorsque John Westgate analyse les échantillons du Laki, il réalise que leur composition chimique ne correspond pas à celle des échantillons du grand cataclysme. Au fur et à mesure de l'enquête, le chercheur se rend compte que les cendres non identifiées sont nettement plus concentrées dans le sud-est asiatique. La région compte plus de 70 volcans. Mais l'un d'entre eux est si violent qu'il éclipse tous les autres. Ce volcan est entré 7 fois en éruption au cours des derniers 9000 ans. Il est même l'auteur de l'une des éruptions les plus violentes du XXe siècle. 3 raisons nous ont conduits à penser au Pinatubo. Premièrement, il est situé dans la bonne région. Deuxièmement, il est capable de produire des éruptions explosives. Troisièmement, la composition de ses cendres est très similaire. Lors de l'éruption de 1991, le Pinatubo a noyé la région sous 15 millions de tonnes de cendres et de gaz brûlant. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers d'autres se sont retrouvées sans abri. John Westgate décide d'analyser les cendres du Pinatubo au microscope. Durant les longues heures de préparation, il a bon espoir de toucher au but. Les cendres du Pinatubo ont pratiquement le même taux de silice que les cendres mystérieuses. Toutefois, en constatant la forme des particules, les espoirs de John s'écroulent. En procédant à l'analyse détaillée des échantillons, en effectuant les comparaisons, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence très nette. Il fallait donc chercher ailleurs. Durant des jours, puis des mois, puis des années, John Westgate rejette l'un après l'autre les possibles candidats. Les volcanologues continuent de lui envoyer des cendres et de la lave, mais en vain. Le mystère reste entier, au point même que John Westgate semble devoir s'avouer vaincu. Au printemps 1994, de nouveaux échantillons de cendres arrivent au laboratoire de John. Ils sont envoyés par Craig Chesner depuis le lac Toba, situé dans le sud-est asiatique, pour résoudre le mystère géologique auquel il est confronté. John Westgate passe les cendres au microscope. Soudain, les morceaux du puzzle se mettent en place. On a analysé les échantillons du lac Toba et ils étaient rigoureusement identiques. Les échantillons du lac Toba correspondent aux cendres mystérieuses de John. Ils contiennent le même taux de silice et ils ont eux aussi 75 000 ans. C'est la première fois en 6 ans que John Westgate parvient à faire le lien entre les cendres d'origine inconnue et des échantillons provenant d'un lieu identifié. Le lac Toba se trouve justement au milieu de l'aire de dépôt des cendres qui couvre une bonne partie de l'hémisphère sud. Des cendres qui ont toutes 75 000 ans. Une période où les températures sur Terre ont chuté et où l'atmosphère est égorgée de 4400 mégatonnes d'acide sulfurique. Mais il reste un problème. Où est le volcan? Je vais grimper pour ausculter ces roches.
En effet, je vois des cristaux de quartz, de la biotite et des cendres. Cette roche a été générée dans une chambre magmatique. Regardez l'ampleur du phénomène. Les roches remontent jusqu'au sommet de la falaise. Ça représente une immense quantité de magma. Ce qui est étrange, c'est qu'il y en a des milliers de fois plus qu'autour des volcans coniques. Comment toutes ces roches sont-elles arrivées ici? Il n'y a qu'un système géologique susceptible de générer un lac magmatique souterrain qui rejette autant de roches. Un supervolcan. L'existence de ces géants a été découverte récemment. Seuls les volcans éjectant au minimum 1000 km3 de magma en une seule éruption peuvent rentrer dans cette catégorie. Le Mississippi met 2 ans pour déverser la même quantité d'eau dans le golfe du Mexique. Un supervolcan crache ce volume de cendres et de roches en quelques jours seulement. Les éruptions explosives des supervolcans éclipsent les plus grandes éruptions du XXe siècle. Quand on voit les images du mont St. Helens, l'éruption semble terrifiante. La colonne de cendres est gigantesque. On a l'impression que c'est très violent. En réalité, le volcan n'a rejeté qu'1 km3 de magma. C'est infime comparé au rejet d'une éruption d'un supervolcan. Dans les profondeurs du lac Toba, du magma en fusion s'est frayé un passage entre 2 plaques tectoniques et a fait fondre la croûte terrestre. Le magma a dû s'accumuler durant des millions d'années sous le lac Toba avant d'atteindre le point de rupture. Le magma a formé des couches successives. Il a créé une chambre magmatique gigantesque. Les conditions étaient réunies pour provoquer un cataclysme d'une ampleur inimaginable. J'ai récolté des roches tout autour du lac Toba durant des années. J'ai également étudié des échantillons de cendres provenant de tout le bassin de l'océan Indien. Bien que ces cendres soient similaires aux roches qui cernent le lac Toba, on a du mal à croire qu'elles puissent provenir de cet endroit. Mais quand on considère la taille démesurée du lac, ainsi que sa profondeur et le relief très escarpé sur ses rives, une seule conclusion s'impose. Il y a eu une super éruption ici au lac Toba il y a 75 000 ans. L'éruption a créé cet immense cratère au-dessus duquel on se trouve. Cette île derrière moi est le résultat de l'effondrement d'un bord du cratère durant l'éruption. Aujourd'hui, nous savons que le lac Toba est l'endroit où s'est produite une des éruptions les plus gigantesques de l'histoire de la Terre. Craig Chesner a enfin réussi à lever le voile sur cette énigme. Mais où est donc passé le supervolcan? Il est sous vos yeux. Le lac Toba est l'immense empreinte laissée par le volcan. Et l'eau du lac est l'accumulation de la pluie tombée au cours des millénaires qui ont suivi. En combinant le fruit de leurs recherches effectuées isolément, ces scientifiques ont permis de résoudre un des plus grands mystères géologiques. À ce moment-là, je me suis dit Eureka. Après toutes les analyses chimiques et le recoupement des données, on est arrivé à la conclusion que le Toba avait fait une éruption massive il y a 75 000 ans. Comment un supervolcan parvient-il à noyer une bonne partie de l'hémisphère sud sous 2800 km3 de cendres, en laissant derrière lui un des plus grands trous jamais creusés dans la croûte terrestre?
À l'aide des découvertes réalisées isolément par divers scientifiques sur une période de 15 ans, nous allons remonter le temps et revivre l'éruption volcanique qui s'est produite il y a 75 000 ans. Le magma s'est accumulé en profondeur, ici, au point de faire bomber toute la zone en surface. L'immense lac de magma a continué de grossir sous ce qui est aujourd'hui la jungle de Sumatra, exerçant une formidable pression sur le relief. Des crevasses sont certainement apparues dans le sol. Le plafond de la chambre magmatique a commencé à s'effondrer et a fini par s'enfoncer dans la chambre magmatique. Le magma riche en silice s'est échappé sur les bords de cet immense plafond rocheux. Dès le début de l'éruption, c'est un véritable enfer qui s'est déclenché. Le magma a jailli vers la surface où il a explosé et généré un immense nuage de cendres et des flux pyroclastiques. Les flux pyroclastiques sont des avalanches dévastatrices de gaz, de cendres et de roches. Ils anéantissent absolument tout sur leur passage. Le volcan a continué son œuvre de destruction durant des jours. Les colonnes éruptives devaient s'élever à des dizaines de kilomètres dans l'atmosphère. Ces panaches ont dispersé des milliards de tonnes de cendres à travers le globe. Des cendres dont John a analysé des échantillons 75 000 ans plus tard. L'éruption a sans doute duré 1 ou 2 semaines. Elle a laissé ce cratère immense de 2 km de profondeur où se sont déversés les dépôts fumants des flux pyroclastiques. Depuis cette époque, cette cuvette s'est remplie d'eau sur 500 mètres de hauteur, ce qui a donné le paysage qu'on découvre aujourd'hui. Maintenant qu'ils ont appréhendé l'ampleur de l'éruption du Toba, les scientifiques entreprennent d'évaluer les conséquences d'une super-éruption sur la vie sur Terre. Le pouvoir dévastateur du Toba réside dans les cendres et le dioxyde de soufre qui composent les colonnes crachées par le volcan. Lorsque le Toba est entré en éruption il y a 75 000 ans, la vie animale était très diversifiée, mais les hommes n'étaient pas très nombreux. La population mondiale s'élevait alors à 60 millions, soit 1/100 de ce qu'elle est aujourd'hui. Les humains et les animaux vivant dans un vaste rayon autour du volcan ont succombé à une mort cruelle. Pour les créatures vivantes qui sont suffisamment proches du volcan, pour une super-éruption, proche signifie à des milliers de kilomètres à la ronde. Si elles respirent ces cendres, elles avalent en fait de minuscules éclats de verre. Dans les poumons, ces éclats de verre déchirent les vaisseaux sanguins. De plus, les cendres se mélangent à l'humidité présente dans les poumons et forment une sorte de ciment qui conduit à l'asphyxie. Le dioxyde de soufre, un des principaux composants des panaches volcaniques, a un effet dévastateur sur la vie parce qu'il bouleverse le climat dans le monde entier. Le dioxyde de soufre peut monter à de très hautes altitudes. Dans l'atmosphère, il se combine avec l'eau et se transforme en minuscules gouttelettes d'acide sulfurique. Ce sont ces nuages acides qui empêchent les rayons du soleil d'atteindre la surface de la Terre et donc de la réchauffer. Ce phénomène confère au dioxyde de soufre la faculté de faire chuter brutalement les températures sur Terre, entraînant la famine et la mort dans le monde entier. D'après nos connaissances actuelles,
L'éruption du Toba a eu un impact majeur en provoquant un refroidissement climatique. Une mini-période glaciaire qui a duré au minimum 1000 ans, peut-être plus. Cette période plus froide a eu une incidence sur la vie dans le monde entier. Elle a eu un impact considérable sur les êtres humains. Tous les scientifiques ne sont pas convaincus par la théorie d'une période glaciaire ayant duré 1000 ans. L'observation des éruptions volcaniques du XXe siècle a montré que les nuages volcaniques se dissipent en l'espace d'une année seulement. Le phénomène semble suffisamment préoccupant pour attirer l'attention de la NASA. Ces chercheurs ont créé une modélisation numérique pour découvrir comment une super-éruption pourrait déclencher une période glaciaire pouvant durer un millénaire. Nos simulations montrent qu'après une super-éruption, la planète se refroidit. Et ce refroidissement est plus conséquent parce qu'il n'y a pas que les rejets volcaniques qui entrent en compte. La modélisation a permis à Drew Shindle d'identifier un ingrédient totalement inoffensif, mais qui peut transformer une éruption en période glaciaire. L'éruption du Toba a très bien pu provoquer une période glaciaire parce que la simulation a montré une augmentation des surfaces enneigées. Plus la surface de la planète est blanche, plus elle réfléchit les rayons du soleil. Même lorsque les nuages volcaniques disparaissent, les immenses surfaces blanches sur Terre prolongent le refroidissement. Le moindre rayon de soleil qui parvenait à franchir le rideau de nuages volcaniques était réfléchi par la neige. C'est ce phénomène qui a aggravé la chute des températures sur Terre. Grâce aux données fournies par la NASA, nous pouvons remonter jusqu'à il y a 75 000 ans pour montrer comment la super-éruption du Toba a pu anéantir la vie en provoquant un hiver volcanique. En montant dans l'atmosphère, le dioxyde de soufre se mêle aux molécules d'eau et devient de l'acide sulfurique. Le nuage d'acide en perpétuelle expansion couvre désormais un périmètre de plusieurs milliers de kilomètres autour du supervolcan entré en éruption. Ce nuage d'acide sulfurique et de cendres a le potentiel de tuer une grande partie des plantes, des animaux et des êtres humains sur toute la planète. Le nuage s'étend peu à peu sur de vastes portions du globe et cache le soleil. Il réfléchit les rayons solaires. Pour les créatures sur Terre, il est aveuglant. La végétation se flétrit et meurt. La chaîne alimentaire est brisée. Les animaux et les hommes finissent par mourir de la famine. Alors que les températures continuent de chuter, la neige et la glace envahissent de plus en plus les continents, ce qui augmente encore la réflexion des rayons du soleil. Entraîné dans une spirale, le refroidissement plonge la planète dans une période glaciaire. Les glaciers s'étendent sur les sommets. L'immense manteau blanc qui recouvre la planète réfléchit les rares rayons qui parviennent désormais à percer le nuage d'acide qui se disperse peu à peu. L'acide sulfurique contenu dans l'air transforme d'immenses régions fertiles en terres incultes. La température des océans chute également. De minuscules créatures marines archivent dans leur enveloppe calcaire ce désastre majeur se produisant il y a 75 000 ans. La neige continue de tomber. Au Groenland, à force de s'entasser, au bout d'un millénaire, cette neige s'est compactée et forme désormais l'Inland 6, la calotte glaciaire de plus de 2 km d'épaisseur qui couvre cette grande île. Quelques flocons revoient le jour lorsqu'ils sont récoltés par Grigory Zielinski et son équipe. Plusieurs systèmes climatiques sont encore détraqués 50 ans après l'éruption cataclysmique du Toba.
Selon certains spécialistes, cette catastrophe naturelle aurait anéanti 60% des êtres humains. La zone de subduction sous le lac Toba est très active. La chambre magmatique pourrait très bien exploser un jour sous la pression. Comme la planète compte aujourd'hui 100 fois plus d'êtres humains, si le Toba entre à nouveau en éruption, les conséquences seront bien plus dévastatrices. Une super éruption volcanique toucherait tous les aspects de la vie moderne, de la civilisation moderne. Les ressources alimentaires, le climat, l'eau potable. L'eau serait polluée par les cendres, les récoltes chuteraient, le bétail mourrait. Les cendres étoufferaient les machines, elles obstrueraient les filtres des moteurs et on ne pourrait plus rouler. Elles encrasseraient les moteurs des avions, le trafic aérien mondial serait paralysé. Maintenant que les scientifiques savent à quel point un supervolcan peut affecter la vie sur Terre, ils sont engagés dans une course contre la montre pour découvrir le cycle de ce phénomène et prédire la prochaine super-éruption. Si un supervolcan se réveille, personne ne sera à l'abri. Combien d'êtres humains survivront à un tel cataclysme ?